Bienvenue sur 42 minutes, le podcast dédié à la reconversion professionnelle et à tous ceux qui cherchent leur voie. À retrouver comme toujours sur 42minutes.fr et sur nouvellevipro.fr. Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode en plein reconfinement. C'est reparti pour quelques mois et je pense que c'est la bonne occasion de travailler sur votre projet pro, de se poser des questions qu'on n'a pas l'habitude de se poser et voilà, de se dire mais qu'est-ce qui au final compte pour moi. Le fait d'être un peu obligé de mettre sa vie sur pause de temps en temps, même si la plupart d'entre nous vont continuer à pas mal travailler, je pense que c'est toujours un bon moment pour se poser des bonnes questions et je pense même qu'on va faire un tuto à ce sujet assez prochainement. Je m'excuse parce que j'ai laissé traîner 15 jours sans diffuser un épisode, c'est pas le deal, donc j'essaierai de rattraper ça par la suite. Et je vais vous raconter de quoi va parler cet épisode, ce hors-série, sur le financement des accompagnements et des formations de reconversion. En fait, en France, il existe énormément de choses entre Pôle emploi, des sites privés, des sites publics, des organismes dans tous les sens. Ils ont tous leur utilité, mais on est tous un peu perdus dans cette jungle de dispositifs publics ou privés ou associatifs. On est souvent un peu perdus. Je me suis dit, tiens, ça pourrait être sympa de faire un épisode où, à la fin, on comprend ce qui existe et on comprend comment ça fonctionne et on comprend aussi comment actionner ces leviers. Donc c'était le challenge de cet épisode, de ce hors-série, où on a eu la chance d'avoir la participation d'une personne qui nous a posé un regard très clair sur ces questions et qui a fait un gros boulot en amont de réflexion pour essayer de simplifier au maximum. Donc cette personne, elle s'appelle Myriam et je vais tout de suite lui passer le micro pour qu'elle puisse vous raconter tout ça. Je vous souhaite une bonne écoute et je suis sûr que vous y verrez beaucoup plus clair à la fin de cet épisode. Bonjour Myriam, je suis très content de te rencontrer aujourd'hui par Skype une fois de plus pour cet épisode. Merci de prendre le temps de nous expliquer tout ce que tu sais, tout ce que tu connais de l'accompagnement. Merci Alban pour cette invitation. Je disais que j'étais heureuse de parler accompagnement puisque c'est ce qui a fait le cœur de mes missions pendant les 5 dernières années. Voilà, et donc on va tenter de relever un peu un challenge aujourd'hui avec Myriam. C'est que l'accompagnement est quelque chose de plutôt bien fait en France, mais de très complexe à comprendre parce qu'il y a beaucoup d'interlocuteurs. On va essayer en 42 minutes de faire en sorte que vous puissiez comprendre ce qui existe, pourquoi ça existe et quel levier activer et comment démarrer une réflexion. Donc, on n'est pas sûr qu'on puisse tout couvrir, mais Myriam va essayer, avec son expérience et sa connaissance du secteur, de nous éclairer pour que dans 40 minutes ou 42 minutes, on ait compris, grosso modo, le fonctionnement de tout ça. Est-ce que tu es prête, Myriam, pour ce challenge ? Oui, tout à fait. Alors, écoute, je te laisse te présenter et nous dire ce que tu fais aujourd'hui à l'Ocapiat. Donc, je suis Myriam Touzeau, je suis conseillère aux actifs à Ocapiat pour les régions Pays de la Loire, Bretagne et Normandie. Alors, Ocapiat, c'est l'opérateur de compétences qui regroupe 50 branches de la coopération agricole, l'agriculture, la production maritime, la transformation alimentaire et les territoires. J'essaie de résumer. Myriam, déjà à ce stade, il y a différents organismes qui existent en fonction des secteurs d'activité. C'est ça. En tout, il y a 11 opérateurs de compétences. D'accord. Donc, il y avait une vingtaine d'OPCA et on est passé à 11 OPCO. La volonté du ministère du Travail, c'était de réduire le champ pour trouver une cohérence entre les branches. Et comme là, on voit bien qu'il y a une logique de regrouper l'agriculture et l'industrie agroalimentaire. Donc c'est pourquoi d'ailleurs on parle de l'OPCO Ocapiat comme l'OPCO de la fourche à la fourchette. Ok, ça nous donne un peu le cadre. Il en existe d'autres qui ont d'autres noms pour d'autres secteurs. Voilà, c'est ça, exactement. Tu as dit un mot important, tu as dit que tu étais conseillère aux actifs. Qu'est-ce que ça signifie ? Alors en fait, les missions d'un OPCO, c'est de soutenir les TPE, PME, d'appuyer les branches. On doit contribuer au développement des compétences des actifs, des salariés de ces entreprises et en priorité les moins qualifiés. On doit contribuer au développement de l'alternance, puisque maintenant ce sont les OPCO qui sont en charge de la gestion de l'apprentissage. Tout ça en lien avec les acteurs des politiques de l'emploi. Donc en fait, moi je travaille avec mes collègues conseillers entreprises. Chaque entreprise a un interlocuteur dédié conseiller entreprise. Et moi, je travaille de manière plus transverse
pour accompagner les entreprises dans la mise en œuvre d'actions qui nécessitent un travail d'ingénierie particulier. Par exemple, des actions de renforcement des savoirs de base, notamment numériques, des parcours de formation personnalisés. On peut intervenir aussi auprès des entreprises à leur demande pour conseiller des salariés sur un axe ou un autre, pour, par exemple, les aider à préparer leurs entretiens professionnels. Voilà, j'ai des missions ponctuelles en lien avec mes collègues conseillers entreprises. D'accord, c'est très clair. En fait, il existe différents organismes et ensuite, on peut être dans différentes positions. On peut être actif ou en recherche d'emploi ou en réinsertion et autres. Toi, aujourd'hui, tu travailles avec les actifs. Oui. Et tes partenaires ne sont pas les particuliers, mais les entreprises en premier lieu. C'est ça, exactement. Je travaille avec les entreprises qui relèvent du champ d'Ocapiat et moi, en tant que conseillère aux actifs, je travaille en priorité avec leurs salariés. D'accord. Et donc, on va essayer de couvrir, là, dans cet épisode, quelque chose qui dépasse un petit peu les actifs. On va s'adresser à tout le monde, même s'il y aura un focus plutôt actif. Et on va s'adresser aussi à tous les secteurs d'activité, même si toi, tu viens de l'Ocapiat qui est spécialisé agro-agri. C'est ça. Alors, est-ce que tu peux nous refaire l'exercice qu'on a un peu fait tous les deux de simplifier l'histoire de l'accompagnement ? Je me proposais de rappeler les quelques lois importantes qui ont réformé le système de la formation professionnelle. Et on va voir justement que de la loi Delors de 1971 qui a créé le CIF, le congé individuel formation, à la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, qu'on appelle communément la loi Avenir de 2018, on va voir effectivement comment l'accompagnement se fait de plus en plus nécessaire et de plus en plus revendiqué par les partenaires sociaux qui négocient les lois. Alors, comme je disais, 1971, donc la loi Delors qui crée le congé individuel de formation. Donc, c'est la première fois qu'un salarié peut demander une autorisation d'absence à son employeur pour quitter l'entreprise quelques mois pour faire une formation financée par un OPACIF. Mais voilà, là, c'est le salarié qui peut mobiliser un droit qu'il a de faire une formation dans le cadre de la promotion sociale ou pour évoluer dans l'entreprise. 1976, tu nous dis. 1971. 71, pardon. Ok. Voilà. Donc après, par exemple, en 1990, on a l'apparition du bilan de compétences. Le bilan de compétences, donc, qui est demandé par le salarié qui, à un moment, ressent la nécessité de faire le point sur ses compétences pour les valoriser et pouvoir négocier une évolution en interne ou une reconversion. Donc là, on voit aussi que il est prévu des moyens pour accompagner le salarié. D'accord. Ensuite, comme événement important, on va avoir par exemple en 2004, dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie, l'apparition du DIF, le droit individuel à la formation. Comme son nom l'indique, c'est un droit individuel. Et à chaque fois, il est prévu des mesures pour que le salarié puisse mobiliser ses droits. Par exemple, là, avec le DIF, on a apparition de l'entretien professionnel obligatoire tous les 2 ans. Parce qu'on sait qu'un salarié, s'il est tout seul, s'il n'y a pas un cadre qui lui permet d'exprimer aussi ses souhaits et ses volontés d'évoluer, il ne va pas le mobiliser, son droit. Donc c'est intéressant, il y a 16 ans, en 2004, il y a le droit à la formation qui apparaît, le fameux DIF. Et avec ce droit, la façon de l'exercer, ce sont des bilans avec son employeur, enfin des bilans, non, c'est mal choisi, des entretiens avec son employeur, à minima tous les 2 ans, qui deviennent obligatoires. C'est ça. Ok. Pour qu'il y ait vraiment discussion entre les deux. Très clair. Alors après, en 2014, 10 ans après, le DIF est remplacé par le CPF, le compte personnel formation, là qui est vraiment à la main du salarié, et avec des moyens supplémentaires, surtout après en 2019 quand le CPF est monétisé, donc ça représente un montant que le salarié utilise comme il le veut. Et justement, pour que les salariés puissent s'approprier leur compte personnel formation, en faire bon usage, là sont créés les postes de conseiller en évolution professionnelle. Puisqu'on sait très bien justement qu'un salarié qui n'est pas accompagné, il va être démuni par rapport aux démarches à effectuer. Et puis voilà, un projet de formation,
il est la résultante en principe d'un projet professionnel, d'un projet d'évolution. On voit bien que les actifs ont besoin de pouvoir réfléchir à la façon d'avancer avec un professionnel de l'orientation. Bon, d'autant plus les salariés, on sait bien que quand on travaille à temps plein, on a du mal à trouver les moments pour travailler sur son projet et que donc si on n'est pas guidé par quelqu'un qui rappelle les échéances, qui est surtout un guide méthodologique, on se décourage vite, quoi. Donc, si je refais le film, en 2014, tu m'as dit? Alors, en 2014, donc, apparition du CPF qui remplace le DIF. Donc, le CPF... Et le CEP, le Conseil en évolution professionnelle. Je vais en reparler un petit peu. Je vais expliquer après ce que c'est le Conseil en évolution professionnelle. Ok. Et alors, le CPF aussi, tu pourras nous réexpliquer, mais en tout cas, pour ceux qui nous écoutent, un profane comme moi comprend déjà le CPF. C'est-à-dire que ça fait partie des choses qu'on peut comprendre facilement, puisqu'il suffit d'aller sur un site public où on peut se connecter avec son numéro par exemple, des impôts, son numéro fiscal ou autre. Non, c'est beaucoup plus simple que ça. Pour créer son compte CPF, il suffit de mettre son numéro de sécu. Ok. Alors, on va sur le compte moncpf.gouv.fr et on peut créer son compte en mettant juste son numéro de sécu et un mot de passe. C'est vraiment très, très simple. Et alors, on va voir apparaître un montant qui correspond au nombre d'heures multiplié par 15 €. Tu me donnes l'occasion de dire quelque chose qui est très important à l'heure actuelle, c'est que les salariés, enfin les actifs, ont jusqu'au 31 décembre de cette année pour inscrire leurs anciennes heures de DIF. Parce que le site sur lequel on va, là, qui est géré par la Caisse des dépôts et consignations, ne fait apparaître que les heures et le montant du compte personnel formation, auquel il faut rajouter les heures de DIF. Et seul l'actif, le salarié, peut les mettre. Personne d'autre ne le fera. Et si ce n'est pas fait avant la fin de l'année, ces heures-là seront perdues. Alors là-dessus, moi, ce que je vais faire après l'épisode, c'est que je vais enregistrer une petite vidéo pour montrer comment on fait. Parce que j'ai été amené à le faire, à contacter mon employeur avant 2014 pour avoir les infos et tout ça. Donc, merci de rappeler ce point. Moi, je ferai une petite vidéo pour montrer concrètement quel genre de documents on va chercher et qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir rajouter. C'est ça, parce qu'encore une fois, c'est le salarié qui rajoute lui-même au vu des heures de DIF qui sont écrites sur l'attestation que lui a remis son employeur fin 2014. Et tout ça, ça fait un montant très clair en euros qui s'affiche. Voilà, c'est ça. Ce montant, il est utilisé par le salarié comme il le veut pour faire la formation qu'il veut. Enfin, il n'aura pas besoin de voir avec son employeur s'il décide de faire une formation en dehors du temps de travail. Si par contre, il veut faire une formation sur le temps de travail parce qu'il s'agit d'un projet qui intéresse l'entreprise, évidemment, il va en discuter avec l'employeur pour peut-être que l'entreprise l'autorise à faire sa formation sur le temps de travail. Et depuis depuis un mois, les entreprises peuvent abonder le compte personnel formation de leurs salariés. Attends, tu vas un peu vite. On va rester dans la frise si tu veux bien. Oui. Parce que de toute façon, tu vas en reparler du CPF après, je pense. C'est ça. Et donc, je voulais terminer avec cette fameuse loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel de 2018, qui est une véritable révolution. Certains l'ont qualifiée de Big Bang, parce qu'elle modifie profondément le rôle des acteurs de la formation. Et donc là, je voulais rappeler un petit peu comment ça fonctionnait, le paysage de la formation et le rôle des différentes structures, parce que même si les auditeurs ne vont pas tout retenir, il faut quand même pouvoir identifier un petit peu qui fait quoi. C'est le but de cet épisode complètement, essayer de comprendre l'écosystème de l'accompagnement. Avant ça, juste pour bien comprendre ce que tu nous dis sur 2018. Oui. Moi, j'en comprends que décider de son avenir professionnel rentre quasiment dans les droits constitutionnels d'un ressortissant français, ce qui n'était pas le cas avant, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il est affirmé au fil du temps que le salarié est acteur de son avenir. Tout est fait pour que le salarié soit aussi moteur du développement de son employabilité. C'est de la responsabilité de l'entreprise, mais aussi celle du salarié. On ne va pas aller dans le détail de cette loi, mais j'imagine qu'elle vient donner plein de moyens de rendre ça possible. C'est ça, exactement.
Et alors justement, parle-nous un petit peu du paysage. Moi j'ai compris qu'il y avait des collecteurs, des répartiteurs et des organismes de formation. Mais j'imagine que c'est un peu plus complexe que ça. Oui, parce que là, on va même pas parler des organismes de formation. On va parler de France Compétences qui répartit à différents organismes. C'est-à-dire que jusqu'il y a 2 ans, les entreprises versaient leur contribution formation donc aux OPCA, aux organismes paritaires collecteurs agréés. C'était ce qu'on appelait la taxe d'apprentissage. Non, Non? il n'y avait pas que la taxe d'apprentissage, c'était une partie des contributions. Il y avait aussi D'accord. d'autres obligations pour financer la formation D'accord. qui étaient versées aux OPCA. D'accord. Mais très bientôt, c'est l'URSSAF et l'APA pour l'agriculture qui vont collecter ces contributions et les verser à France Compétences. Pardon, ça a coupé. Tu as dit l'URSSAF et qui? L'URSSAF et la MSA D'accord. seront les organismes qui collecteront ces contributions et les verseront à France Compétences. Ils seront juste intermédiaires, puisque la loi de 2018 a prévu que c'est France Compétences qui gère tout le système de la formation. Donc en fait, c'est au final assez simple. Les entreprises payent via l'URSSAF ou la MSA C'est ça. des cotisations qui vont servir à la formation et Oui. tout va arriver dans le giron de France Compétences qui disposera de cet argent. C'est ça. Ok. Et alors, c'est là que c'est intéressant. France Compétences va ensuite redistribuer aux opérateurs de compétences pour le développement de l'alternance et le développement des compétences des salariés des entreprises de moins de 50 salariés. Il va distribuer à la Caisse des dépôts et consignations pour le financement du compte personnel formation dont on a parlé tout à l'heure. Il va verser à la commission paritaire interprofessionnelle régionale qui se trouve dans les transitions pro qui remplacent les fonds gestifs pour le financement du congé de transition professionnelle. On va en parler après. Il va verser à l'État pour la formation des demandeurs d'emploi. Il va verser aux régions pour les subventions des CFA, les centres de formation pour apprentis. Et il va verser aux opérateurs du conseil en évolution professionnelle pour le financement de cette prestation conseil en évolution professionnelle. Ok, alors, je vais essayer de résumer ce que tu nous dis. Oui. Bon, je ne vais pas essayer de trouver qui fait quoi, parce que ça devient trop technique, mais qui recevra des fonds de France Compétences et qui, du coup, pourra accompagner avec ces fonds. Dans le désordre, Pôle emploi, évidemment, pour les demandeurs d'emploi, la région, la Caisse des dépôts, qui sert pour le CPF, le compte personnel de formation, transition professionnelle, qui est le successeur du fonds GESIF, c'est ça? C'est ça, exactement. Et puis quelques autres que tu nous as cités, comme le CEP. Les opérateurs CEP, donc pour le conseil en évolution professionnelle. C'est du conseil en évolution professionnelle, et les OPCO. Et les OPCO. Les OPCO, donc, qui ont en charge le développement de l'alternance, l'apprentissage et le contrat de professionnalisation, et le plan de développement des compétences des salariés des entreprises de moins de 50 salariés. Écoute, c'est très clair. Moi, c'est la première fois que tout ça me paraît aussi simple à comprendre et aussi clair. J'imagine qu'il ne faut pas partir de ces organismes pour dessiner son projet professionnel. Il vaut mieux partir de l'individu. Voilà. Même si on n'a pas besoin de connaître le rôle précis de chaque acteur, de toute façon, on en entend parler quand on navigue dans les dispositifs de formation. En fait, il n'y en a pas non plus 20, il y en a 6 ou 7. C'est ça. Déjà, ça simplifie quand même beaucoup la réflexion. Partons maintenant d'une personne. Prenons un actif, quelqu'un qui est actuellement en poste. À ton avis, quelle est la bonne démarche, les bonnes questions à se poser quand on veut trouver sa voie ou changer de voie? Donc c'est vrai qu'il paraît logique de passer par différentes étapes, sachant que les étapes, elles ne se font pas forcément l'une après l'autre. On peut très bien être obligé de revenir en arrière ou sauter une étape et revenir après. D'autant plus si on a déjà développé justement ces capacités à s'orienter, si on a développé cette agilité parce que c'est un entraînement un petit peu, voilà. Donc si on a déjà eu à gérer des évolutions professionnelles ou des reconversions, ou on va s'adapter plus facilement aux différentes étapes. Tu touches un point qui est très sensible pour moi et sur ce podcast, c'est que
l'assertivité, c'est un peu un muscle. Oui. Plus on le fait, plus on sait le faire. Et ça, c'est vraiment affiché. Le discours du ministère du Travail, tous les gens qui jouent un rôle dans l'accompagnement ont pour mission de vraiment permettre aux salariés ou aux actifs d'être plus autonomes, mais en ayant été peut-être accompagnés au départ, quoi. Moi, je pense qu'on peut quand même repérer quelques étapes. Il paraît évidemment nécessaire de commencer par faire le point sur sa situation professionnelle, par prendre du recul. Après, en général, on va chercher à s'informer sur les métiers qui nous attirent, quoi. Le salarié, l'actif qui veut changer de voie, il va évidemment devoir collecter des informations et se confronter à la réalité du métier. On fait un arrêt sur image là de ce que tu viens de nous dire. Dans cette partie, identifier le métier ou l'orientation qui peut nous convenir. Sans aller dans le détail, parce que ce n'est pas le sujet tout de suite, oui. Moi, ce que j'en retiens, c'est qu'il existe des associations pour ça. Oui. Il existe la méthode en solo. On peut se débrouiller par soi-même aussi, évidemment. Oui. Il existe des coachs ou privés ou des accompagnements publics. Oui. Et il existe l'entreprise, son employeur peut être de bons conseils aussi. Oui. Et il existe le CEP. Il n'y a pas un truc avec le CEP ? Oui. Alors, le CEP, donc, c'est le Conseil en évolution professionnelle. Donc ça, c'est un service gratuit, confidentiel, personnalisé. N'importe quel actif peut prendre rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle. Alors, on trouve les coordonnées des consultants sur le site mon-cep.org et on va voir près de chez soi qui sont les consultants habilités à aider la personne. Ça peut être tout simplement à faire le point sur sa situation, ça peut être à définir un nouveau projet professionnel et le conseiller, il accompagne la personne jusqu'à la mise en œuvre. Parce que voilà, il n'y a rien de pire que d'arrêter la réflexion en cours de route. Enfin, donc le consultant, il va accompagner la personne jusqu'à, je sais pas si d'un projet de création d'entreprise, jusqu'à ce que l'entreprise, jusqu'à ce que la personne elle soit à nouveau conseillée par les personnes spécialistes de la création d'entreprise, ou si le salarié veut faire une formation jusqu'à le dépôt de la demande de prise en charge, etc. Quoi, c'est on vraiment, va jusqu'au bout. C'est comme un coach gratuit. Oui, c'est ça. Alors, c'est gratuit, je reprends, confidentiel. Alors, j'insiste un peu là-dessus parce que très souvent, on me demande, pour les salariés, est-ce que mon employeur sera au courant ? Bien sûr que non. Le consultant n'a pas de relation, de toute façon, avec les entreprises. C'est confidentiel et c'est personnalisé puisque le salarié, il va vraiment évoquer ses préoccupations et le consultant, il reçoit la personne, ça se fait dans le cadre d'entretien en binôme. Et donc, très concrètement, on va sur moncep.com.fr oui. et de là va démarrer une relation avec une personne qui vient nous rencontrer ou fait ça par téléphone peut-être, je ne sais pas. Bon, avant la Covid, les gens se déplaçaient plutôt. Là, j'imagine qu'il fonctionne aussi en vidéo, mais... Sinon, non, c'est des rendez-vous en présentiel. Donc, tout ressortissant français a le droit d'être accompagné gratuitement et confidentiellement. Voilà, c'est ça. C'est très intéressant et c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Tu vois. Pourtant, ça fait quelques années maintenant que... Oui, ça existe depuis 7 ans maintenant, le Conseil en évolution professionnelle. Les pouvoirs publics ont très bien compris que si le salarié n'était pas accompagné, il ne mobiliserait pas son CPF ou il n'irait pas négocier avec son employeur des évolutions en interne. Ça ne sert à rien de donner des droits supplémentaires à des gens qui sont démunis parce que élaborer un projet professionnel, ça ne s'improvise pas, il faut une méthode. Ça, c'est clair. Tu prêches un converti. Là, on vient de répondre à la première étape. J'identifie ou je me fais aider pour identifier a priori une orientation qui me conviendrait, soit dans mon boulot actuel, soit vers autre chose. Alors là, on a parlé du conseil un peu externe avec le CEP. Pour continuer par rapport aux dispositifs externes qui existent, on peut quand même parler du bilan de compétences. Lui, il permet à un salarié de faire le point sur ses compétences professionnelles et personnelles, ses aptitudes, ses motivations, pour définir un nouveau projet professionnel et éventuellement le projet de formation qui va permettre de concrétiser ce projet professionnel. Alors la différence avec le CEP,
Mais l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire qu'on peut très bien commencer par aller voir un consultant CEP qui va à un moment dire à la personne que peut-être un bilan de compétences serait utile. Et le salarié, après, il retourne voir son CEP pour poursuivre la réflexion. Oui, c'est ni plus ni moins un outil. C'est un outil, voilà, exactement. Alors, autant le CEP est gratuit, le bilan de compétences, lui, par contre, il va nécessiter de mobiliser justement son CPF. Parce que lui, il est payant, le bilan de compétences. Pour terminer par rapport aux personnes qui peuvent conseiller pour faire le point sur sa situation, il y a quand même l'employeur aussi. C'est-à-dire qu'un salarié, il peut profiter de l'entretien professionnel dont on a parlé, qui a lieu tous les 2 ans, pour évoquer les sujets qui le préoccupent, pour exposer ses souhaits d'évolution. Pour faire le point sur sa situation, je verrai l'employeur, je verrai le CEP et avec ou sans bilan de compétences. Plus tout ce qui est privé, associatif, individuel, etc. Voilà. Éventuellement. Voilà. Écoute, c'est déjà très clair. Sur cette partie 1, alors on sait que là, nous, on en parle avec des mots, mais la réalité, c'est que tout ça, ça prend du temps, il faut mûrir, j'imagine que ça prend un peu de temps, une certaine énergie, mais imaginons donc la personne qui chemine a identifié quelque chose qui l'attire. Oui. Selon toi, quelle est l'étape d'après et qu'est-ce qu'il faut mobiliser? Si on a une idée du métier, mais qu'elle est vague parce qu'on ne l'a pas exercée, c'est sûr qu'il est certainement indiqué de tester ce métier. Alors, on peut, par exemple, faire une PMSMP, ça veut dire une période de mise en situation en milieu professionnel, c'est-à-dire qu'il existe la possibilité aujourd'hui de passer quelques jours dans une entreprise pour travailler avec le titulaire d'un poste qui nous attire. Tu peux nous en dire un petit peu plus ? Voir si ça va convenir. Et parce qu'évidemment, il y a des sites sur le CARIF, l'ONICEP, Pôle emploi, on va trouver des fiches métiers. Bon, c'est la première chose quand même, on peut déjà regarder de quoi est fait le métier, quelles sont les activités exercées par le titulaire du poste. Mais il faut quand même aussi avoir une idée du contexte dans lequel est exercé ce métier. Il faut avoir senti l'environnement professionnel pour voir si ça convient. Il faut avoir discuté avec un professionnel avec qui on va échanger sur ce qui le passionne, ce professionnel, comment il voit les avantages, les inconvénients, quels conseils il a à donner sur le moyen d'intégrer peut-être ce nouveau contexte professionnel. Et donc ça peut se faire grâce à la PMSMP. Ça peut se faire aussi... Attends, pardon, je me permets de te couper, mais la PMSMP, oui. C'est qui ? Alors ça, c'est Pôle emploi qui en fait propose une convention qui va permettre donc à un actif d'aller découvrir un métier. D'accord. Parce que l'entreprise, sinon, elle va dire, il faut que je sois sûre que vous soyez protégé au niveau des accidents du travail. Donc, Pôle emploi va pouvoir offrir cette possibilité à un actif d'aller travailler quelques jours dans une entreprise grâce à cette couverture sociale. D'accord. Comme un stage, quand on ne peut plus avoir de convention de stage, un peu. Voilà, c'est ça. Ok, super donc, intéressant. Il y a cette possibilité-là. Il y a aussi par exemple, le CARIF Pays de la Loire. Donc ça, il suffit d'aller sur le site du CARIF, propose aux gens qui voudraient discuter avec un professionnel de le faire. Ça s'appelle entrer en relation avec un professionnel. Et ils ont une liste de professionnels qui ont accepté d'échanger avec quelqu'un qui voudrait discuter du métier. D'accord. Très intéressant. Moi, j'en rajoute 2. Oui. Un, c'est testunmétier.com qui s'adresse plutôt aux entreprises qu'aux particuliers, mais Karine Selnick, qui a fondé testunmétier.com, est passée au micro du podcast. Ah oui, d'accord. Et elle a tout un système qui permet de tester un métier de manière très cadrée, très sérieuse, avec un vrai travail de réflexion sur le contexte, comme tu l'as dit. Oui. Parce que être boulanger dans telle boulangerie n'a rien à voir avec boulanger dans telle autre, etc. C'est ça, oui. Et puis, dernière chose, sur le groupe Facebook 42 minutes pour trouver sa voie, moi je m'engage à essayer de vous mettre en contact avec les personnes qui peuvent vous aider. Voilà, les gens qui vont sur ce groupe Facebook, c'est un groupe privé, c'est un peu une coquille vide pour l'instant, mais on est déjà quelques-uns dessus, et tous ceux qui rejoignent ce groupe sont prêts à faire en sorte que les rencontres puissent se faire.
Donc, si besoin, D'accord. il y a aussi le groupe Facebook de ce podcast. Mais bon, Oui. rien à voir avec la force de frappe des organismes dont tu nous parles. D'accord. Alors après, juste, mais je vais aller vite, hein, parce que bon, là, il y a aussi la mobilité volontaire sécurisée, mais ça concerne les entreprises de plus de 300 salariés, donc bon, c'est pas forcément la majorité. Mais un salarié qui a au moins 2 ans d'ancienneté peut très bien demander à son entreprise à s'absenter pour aller travailler dans une autre entreprise et retrouver son emploi à l'issue. Donc ça, c'est une possibilité aussi. Comme un congé sans solde, mais où on va travailler ailleurs et puis on peut revenir. Voilà. Ben, dans le cadre du congé sabbatique, on peut aussi, oui, très bien aller tester un autre métier. Hein. D'accord. Très Donc ça, intéressant faut aussi. savoir que ça existe. Oui, Ok, on va pas aller dans le détail de oui, c'est ça. On va pas est-ce aller que dans le l'employeur détail, peut hein. refuser une fois, 2 fois. Ça, chacun doit Donc, faire son chemin. Oui. ouais, pour boucler par rapport à, voilà, à la recherche d'informations sur les métiers, donc voilà, il y aurait à consulter les sites comme le CARIF, Pôle emploi, l'ONICEP, et après il y a tous les observatoires de branches, parce que c'est très important, voilà, de voir aussi comment le métier qu'on envisage d'exercer va évoluer. Donc, dans les observatoires, on a toutes ces tendances. On voit si c'est un métier qui est recherché sur son bassin d'emploi. On voit quelles sont les compétences qui risquent une obsolescence ou quels sont les métiers émergents. Donc ça, il faut systématiquement consulter également les observatoires de la branche concernée. Très intéressant. On a quelqu'un qui a identifié, qui a testé, Voilà. ou pas d'ailleurs, mais qui est certain maintenant ou certaine de vouloir avancer dans cette voie-là. Oui. Quelle est la dernière étape ou la troisième, si ce n'est pas la dernière? Voilà, donc après, on va différencier juste, soit il a un projet de mobilité interne, donc après avoir identifié ses compétences, analysé son environnement, identifié les options d'évolution, ben, il va voir avec son employeur hein, comment évoluer en interne. Ou bien alors, on est sur un projet de reconversion. Alors là, la reconversion, dans ces cas-là, on est sur la mobilisation du dispositif qui remplace le CIF, le congé individuel de formation, qui s'appelle maintenant le CPF de transition professionnelle. Alors attends, pour bien comprendre, si on n'a pas besoin de se former, on n'a pas besoin de ça. Ah oui. Non. Donc oui, en fait, si on n'a pas besoin de se... Là, oui, je suis sur les projets de reconversion qui nécessiteraient une formation. Effectivement, tu as raison, Alban. donc, attends, donc du coup, en amont, ça veut dire que ça peut se faire en interne, ça peut se faire en externe, enfin, dans une nouvelle vie, on va appeler ça professionnelle, sans formation, puis du coup, bah, on embraye. Oui. Et puis, parfois, il faut s'offrir une formation. C'est ça. Ok. Et dans ce Voilà. cadre-là... S'il y a nécessité de se reconvertir, exercer un nouveau métier, mais en ayant fait une formation, si la formation est longue, hein, qu'elle dure plusieurs mois, on va mobiliser le CPF de transition professionnelle. D'accord. Et là, la demande, elle va être faite auprès de Transition Pro. Alors, il y en a une par région, donc pour nous, ce serait Transition Pro au Pays de la Loire. D'accord. On va sur le site de Transition Pro et on instruit un dossier. C'est ça. Alors, Transition Pro joue aussi un rôle d'accompagnement parce qu'en fait, ils ont un taux d'acceptation qui est très honorable parce qu'il y a tout un travail en amont de négociation, notamment du projet avec le centre de formation concerné. D'accord, parce que pour essayer de recoller un petit peu les morceaux, dans ce cadre d'une reconversion et d'une formation nécessaire. La problématique, c'est évidemment d'avoir du temps pour faire cette formation, mais c'est de payer la formation qui va coûter entre 1000 et 10 000 euros, on va dire. Quoi. Oui. Et donc, c'est souvent un budget qu'on n'a pas. Et donc là, Transition Pro peut financer tout ou une partie pour peu que le dossier soit accepté, c'est ça? C'est ça, exactement. Ok. Hein, puisque si le dossier est retenu, Transition Pro va prendre en charge le coût de la formation et le salaire. Mais attention, tout le monde ne réussit pas par ce biais-là. Non, c'est pas automatique. D'accord, oui. Moi, ce que j'en retiens, c'est que le premier interlocuteur, c'est Transition Pro, parce qu'au-delà des budgets, ils ont aussi l'accompagnement. Alors, en général, la personne, elle va avoir été accompagnée avant par un conseiller en évolution professionnelle. D'accord. Mais Transition Pro prend la relève pour aider la personne à faire la demande dans les meilleures conditions.
Après, tu nous as parlé un peu du CPF en intro. Oui. Tout le monde y a le D'ailleurs, droit. pourquoi CPF de transition professionnelle, hein, parce que les gens disent, bah, vous nous parlez du CPF, après du CPF de transition professionnelle, on ne comprend pas. En fait, c'est parce que si la demande de prise en charge d'une formation longue qui est soumise à Transition Pro est acceptée, en fait, Transition Pro va prendre ce qu'il y a sur le compte CPF du salarié pour financer une partie. C'est pour ça qu'on retrouve CPF de transition. Pourquoi le mot CPF dedans? C'est parce que le financement du projet de Transition Pro, il va être financé en partie de toute façon par le CPF. D'accord. Alors, je vais peut-être faire un raccourci, mais on peut considérer que le CPF, c'est quasiment comme si vous aviez les fonds sur votre compte en banque. Quasiment. Oui, oui. Alors D'accord. après, si on parle du CPF, alors le CPF, il est donc à la main du salarié. Hein, le budget dont on a parlé, il va pouvoir être mobilisé pour faire une formation de son choix. Alors le salarié, il achète directement la formation. Donc il achète grâce à une appli qu'il peut mettre sur son téléphone ou en allant sur mon compte personnel formation. Alors évidemment, il est limité par le montant qu'il a. Hein. Au maximum, je crois qu'aujourd'hui, c'est dans les 4 000 euros. D'accord. Donc, il y a un certain montant, et donc, ce montant-là, on est libre d'en disposer pour financer la formation de son choix. C'est ça. Donc, Et je disais tout à l'heure, mais c'était un peu prématuré, un employeur peut abonder le compte du salarié. comment ça fonctionne ça? En fait, l'employeur, il va sur toujours le même site, là, moncomptepersonnelformation.gouv.fr, et il va payer avec sa carte bleue un montant qui sera attribué au salarié pour l'aider à compléter la prise en charge de sa formation. D'accord. Il y a une contrepartie pour l'employeur? Il a un intérêt autre que d'accompagner le salarié? Ou c'est vraiment parce qu'il croit dans le projet Oui, c'est parce que voilà, il souhaite que le salarié fasse cette formation D'accord. et que du coup, il y a une participation des deux. C'est des projets voilà, partagés. D'accord. Donc, j'essaie de récapituler ce que tu nous dis sur cette partie de financer une formation. Il y a Transition Pro qui accompagne et qui aide à financer. Oui, pour les formations longues de reconversion. Il y a le CPF dont chacun fait ce qu'il veut. Oui. Est-ce qu'il y a autre chose? L'employeur, lui, de toute façon, il a son plan de développement des compétences. Donc, il peut proposer des formations dans ce cadre-là. Il y a aussi ProA, parce que ProA, sinon, bon, oui, je vais parler plus généralement, permet de financer des projets d'évolution dans l'entreprise. Mais ça, c'est l'employeur qui va demander à son OPCO une prise en charge. Oui, donc si j'essaie de faire un chapeau de tout ça, on a parlé de Transition Pro, on a parlé du CPF, et la troisième, c'est l'employeur qui, avec son OPCO, C'est va ça. travailler la formation de ses équipes, quoi. Et puis, dernière chose, il y aurait les contrats de travail par alternance, que sont le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. D'accord, et donc là, c'est Parce que le oui. contrat d'apprentissage, par exemple, il peut très bien être utilisé par un salarié, même qui est déjà en CDI. Là, tu m'as perdu. Un salarié qui voudrait apprendre un nouveau métier ou poursuivre sa formation pour acquérir un niveau de qualification supérieur, il pourrait le faire dans le cadre du contrat d'apprentissage. Donc, Le je suis contrat de salarié travail, d'une en fait, entreprise. serait suspendu le temps de faire sa formation en contrat d'apprentissage. D'accord, et il a sa place au chaud dans l'entreprise, au cas où Voilà. il ait besoin de Donc revenir. ça, c'est quand même intéressant de savoir que c'est possible. Ok, donc ça fait quatre, à chaque fois j'essaie de résumer, puisqu'on est Oui, vraiment là oui, pour ça. Ça fait quatre leviers, le levier Transition Pro, le levier CPF, oui, le levier entreprise via les LOPCO, oui, et l'alternance, évidemment. oui, voilà. Ok, j'ai entendu parler dans ta présentation, j'avais vu le POE de Pôle emploi. Est-ce Oui, que ça alors la rentre là-dedans? PEC, oui, enfin, ou POE, préparation opérationnelle à l'emploi. Donc, il existe la POEI individuelle et la POEC collective. C'est-à-dire qu'une entreprise qui veut recruter un salarié mais qui n'est pas encore formé, enfin, qui est demandeur d'emploi avant d'être embauché, il peut passer par ce dispositif pour que la personne soit formée avant d'intégrer l'entreprise. D'accord, donc là,
sans aller dans le détail, l'interlocuteur, c'est Pôle emploi. Oui, ou l'OPCO, parce qu'en fait, l'OPCO travaille avec Pôle emploi pour mettre en place des parcours de formation qui permettent donc à des demandeurs d'emploi d'intégrer une entreprise pour les métiers en tension, en fait. Quand on a identifié des besoins de recrutement sur un métier, l'OPCO et Pôle emploi travaillent ensemble pour proposer une formation à des demandeurs d'emploi qui, à l'issue de ce parcours de formation, c'est assez court, hein, c'est 400 heures au maximum, vont intégrer l'entreprise à l'issue en CDD, en CDI ou en contrat de pro ou contrat d'apprentissage. Écoute, c'est vraiment très très clair. Je vais essayer encore une fois de résumer une dernière fois ce que j'en comprends. Au moment de financer ce move, on peut contacter Transition Pro pour tenter sa chance avec un dossier. On peut puiser dans son CPF qui nous appartient, on est libre dessus. Oui. On peut se débrouiller avec son employeur pour dire ça a un intérêt pour tout le monde, donc essaie de me financer une formation via les OPCO. Oui. On peut chercher un autre employeur qui est prêt à nous prendre en alternance. Oui. Et on peut, avec Pôle emploi ou les OPCO de nouveau, essayer de réfléchir à un plan dont j'ai oublié le nom, dont tu viens de nous parler. Un POEC. Oui. Et ben, je crois que tu as réussi ton coup. Moi, j'ai tout compris, en tout cas. J'ai juste une dernière chose dont on n'a pas parlé, c'est le dispositif démissionnaire. C'est-à-dire que depuis l'année dernière, un salarié qui a un projet de création d'entreprise ou de reconversion qui serait jugé valable, hein, qui serait jugé réel et sérieux par Transition Pro, c'est à nouveau Transition Pro qui gère ce dispositif démissionnaire, il pourrait très bien démissionner et être pris en charge par l'assurance chômage derrière, le temps de faire sa formation ou de créer son entreprise. Donc. Mais alors attention, il faut être très très prudent, hein, parce qu'il ne s'agit pas d'aller démissionner et puis dire ah ben j'ai entendu parler de cette chose-là. Non, parce qu'il faut en amont avoir été accompagné par un CEP et avoir donc l'accord de Transition Pro qui va avoir étudié le caractère réel et sérieux du projet. Oui, et Transition Pro ne peut pas accompagner tout le monde. Écoute, merci, je pense vraiment que tu as réussi à nous expliquer simplement. Alors après, on voit la complexité, et justement, on en revient finalement, la boucle est bouclée, hein, on en revient à ce qu'on disait en amont, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, et que donc on ne saurait que conseiller à un actif d'être accompagné par un spécialiste qui connaît très bien les dispositifs, qui va pouvoir jongler entre ces différentes possibilités, effectuer ce travail d'ingénierie financière nécessaire pour aider la personne à concrétiser son projet d'évolution professionnelle. Il nous reste plus qu'une toute dernière chose en 2 minutes, c'est que tu puisses nous donner le défi qu'on va donner à nos auditeurs. Encore une fois, le but de ce podcast est d'expliquer et d'accompagner, oui, d'inspirer si possible, mais surtout d'aider chacun à passer à l'action. Quel serait ton challenge pour nos auditeurs pour les aider à poser une action concrète utile dans un cheminement? Effectivement, je pense que comme on a vu beaucoup de choses, il me semblerait intéressant de noter quelle est la personne qu'on va chercher à contacter. Est-ce qu'on va contacter un CEP? Est-ce qu'on va commencer par ouvrir son CPF et regarder quelles sont les formations qu'on pourrait faire? Est-ce qu'on va s'intéresser aux métiers qui nous attirent? Enfin, il faut vraiment se dire, rentrer par un bout. Et de toute façon, après, on tire le fil et les choses vont s'imbriquer et on avance. De toute façon, ça se fait naturellement dès qu'on est en contact avec un de ces organismes qui peut conseiller. Merci beaucoup Myriam, c'est vraiment très clair. Je te remercie infiniment. Merci à toi Alban. J'espère qu'on aura aidé des gens à clarifier les différentes étapes. Peut-être qu'on devra refaire cet épisode dans 1 an quand tout aura été chamboulé, comme chaque année. Voilà, peut-être.
C'est déjà la fin de cet épisode, j'espère que ça a pu vous inspirer, j'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours avec une nouvelle interview. D'ici là, vous pouvez rejoindre le groupe Facebook, vous abonner, partager, laisser un avis sur ce podcast. Moi je vous dis à bientôt et éclatez-vous dans vos jobs.